Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. D'après un vieux calendrier Maya, paraît que la fin du monde adviendra très bientôt lors du prochain équinoxe. Info ou intox, info ou intox. On entend que Neil Armstrong sur la lune jamais n'a laissé une empreinte aucune. Le petit pas pour l'homme c'était du toc. Info ou intox. Eh oui, info ou intox, c'est bien cette question, André Berkoff. On peut aussi se la poser à propos d'une encyclopédie, la plus grande encyclopédie du monde, en fait. Elle s'appelle Wikipédia. Et cette encyclopédie, André, eh bien, elle vous présente ainsi. Et elle dit de vous, donc, journaliste et écrivain français. Il s'inscrit depuis les années 2010 dans la mouvance complotiste et identitaire après avoir longtemps été proche de la gauche, André. Alors, qu'avez-vous à dire à ceux qui ont écrit cela de vous, André ? Écoutez, c'est intéressant parce que comme des dizaines de milliers de personnes, voilà, on a des fiches sur Wikipédia. Et quand je me suis aventuré à regarder ça, j'ai beaucoup rigolé. Parce que il vous donne des choses. Alors, il y a des choses très précises, bien sûr, sur votre parcours, sur votre vie, etc. Et puis, c'est très intéressant parce que ils disent, et là, ça devient un jugement, que j'appartiens ou j'appartiendrai, après avoir été à gauche, ce qui est tout à fait vrai, et je continue à être profondément dans la mouvance, bon pas de gauche, mais dans la mouvance effectivement ouverte et proche du peuple, mais ils disent mouvance complotiste et identitaire. Alors je me suis dit, attendez, complotiste sur quoi ? Or, en fait, on a parlé de quoi ici à Sud Radio et ailleurs ? Quand il y a eu le Covid, on a posé des questions. Quand il y a eu effectivement des gens, et c'était le moment où on disait, vous savez, tous vaccinés, tous protégés, je prends un exemple. Mais surtout que ce soit le climat, la Russie-Ukraine, nous posons, d'ailleurs quand je dis nous, je peux parler de moi, qu'est-ce que c'est que le métier de journaliste ? C'est de poser des questions, c'est d'avoir question à tout, je le dis tout le temps. Et ce qui est intéressant quand vous êtes là, c'est que vous constatez que on vous colle des étiquettes. Ça ne me gêne pas du tout. Vous savez, je pense toujours la définition de Kurlansky qui disait, d'un critique astronomique, il disait « passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet ». C'est-à-dire, on vous colle des étiquettes, on le vend, c'est le marché. Or, quand même, ce qui est intéressant quand même et qui peut poser question, c'est que beaucoup de gens, évidemment, et à juste titre, consultent Wikipédia et se disent « ah oui, lui, il est là », et puis c'est tellement facile de coller des étiquettes, etc. Et juste, je pas en parler trop longuement, mais j'ai essayé de voir, et c'est la question que je voudrais qu'on pose tout de suite à Victor Lefebvre, c'est que j'ai essayé de voir comment on pouvait corriger ça. Genre, j'ai envoyé, j'ai dit, attendez, vous n'avez aucun, mais vraiment, prouvez-moi en quoi je suis complotiste et identitaire dans ce que j'ai écrit ou dit ou parlé. Pas de réponse, pas rien. Alors comment on fait ? C'est anonyme, personne ne sait rien. Alors, Victor Lefebvre, juste... Quand on est comme moi, non, mais juste, je pose une question et après on va reprendre. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a peu de choses à faire et en réalité, on peut effectivement saisir un administrateur, on y reviendra plus tard, mais donc ceux qui ont des pouvoirs plus élargis sur Wikipédia qui peut ou non accéder à la demande, puisque, enfin, ou même mais par exemple, moi, aujourd'hui, je peux très bien ne rien avoir du tout et que ça reste comme ça, quoi. Ah bah, le plus probable, effectivement, c'est que votre page reste inchangée malgré vos demandes. Il y a très peu de chances que ça fonctionne. Et oui, alors André Berkoff, Victor Lefebvre, parce qu'on a une pub à lancer, André, effectivement, Victor Lefebvre, vous le connaissez, il est journaliste et il intervient régulièrement sur Sud Radio. Il publie avec Michel Sandrin, donc la face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre. On va tout vous expliquer dans un instant sur Sud Radio. On revient dans quelques instants, alors restez avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Et qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et oui, et bien aujourd'hui sur Sud Radio, on va vous dire toute la vérité sur Wikipédia. Et j'espère, André Berkoff, qu'on ne sera pas exécuté, bien entendu. Mais non.
Et effectivement, depuis une dizaine d'années, eh bien les dérives idéologiques et les querelles militantes portent atteinte à la neutralité de point de vue de cette encyclopédie. C'est ce que révèle un livre dont vous êtes le co-auteur, Victor Lefebvre. Bonjour à vous. Merci de votre invitation. Bonjour à tous les deux. Merci à vous d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous publiez avec Michel Sandrin La face cachée de Wikipédia aux éditions du Cerf. Une enquête donc que vous avez menée sur la version francophone de cette plateforme. Avant de nous en parler, dites-nous surtout qui a créé Wikipédia. C'était il y a 24 ans déjà. Et à la base, quels étaient les objectifs des fondateurs? Est-ce que juste question, puisque c'est 2001, c'est après ou avant le 11 septembre? C'est en janvier 2001, donc un peu avant, ouais, un peu avant. Et ça a été fondé ensuite en France dans les différentes versions, notamment francophones, quelques mois plus tard, par rapport à la version américaine. Et ça a été fondé donc pour répondre par deux Américains, Jimmy Wales, qui lui est plutôt un homme d'affaires au départ, qui vient pas du milieu, c'est pas un universitaire. Il a créé d'ailleurs une plateforme qui diffusait des contenus érotiques qui s'appelait Bomis, qui a hébergé dans un premier temps les serveurs de Nupedia, qui est l'ancêtre de Wikipédia qu'on a totalement oublié maintenant, et Wikipédia. Et puis l'autre, c'est Larry Sanger. Larry Sanger, c'est un développeur qui est diplômé d'épistémologie, qui est plus lui un profil plutôt universitaire. Et lui, il a aussi contribué à la fondation de Nupedia et de Wikipédia. Et c'est à lui qu'on doit en fait le développement sous forme de licence libre. C'est lui qui introduit en fait le wiki, qui permet en fait que tous les contenus de Wikipédia puissent être partagés, diffusés, modifiés par n'importe qui. Donc ce sont les deux fondateurs. Alors Larry Sanger est parti, il a quitté très vite Wikipédia. Juste un mot, ce concept de... non mais justement, ça c'est vraiment important. Qu'est-ce que ça veut dire n'importe qui peut partager, peut écrire, peut etc. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire que n'importe quel kidam peut envoyer à la plateforme un texte sur tel ou tel, etc. Oui, c'est le principe de Wikipédia qui est toujours vrai aujourd'hui, c'est-à-dire que n'importe qui, sans condition d'études, qu'on soit universitaire ou simple dilettante, on peut contribuer à Wikipédia. Il suffit juste de se créer un compte. Parfois même, on n'a même pas besoin de créer un compte. On peut s'inscrire sous forme de... on sera repéré par son adresse IP, mais on n'aura même pas de pseudonyme, puisque c'est le régime du pseudonymat qui prime sur Wikipédia. Et donc en fait, oui, on peut contribuer très facilement en 2 clics sur Wikipédia. Alors après, oui. Mais est-ce que le contenu doit être justement encyclopédique ou pas? Alors, il doit l'être, mais la définition de ce que c'est qu'un contenu encyclopédique sur une encyclopédie numérique, il est assez large en fait. C'est une conception assez maximaliste. En fait, c'est pas comme une encyclopédie manuscrite Britannica Universalis où en fait on a des contenus vraiment encyclopédiques, mais il y a quand même le critère de la pertinence encyclopédique. Mais pour vous donner juste un exemple rapide, sur Wikipédia, l'article qui est consacré à la franchise Pokémon japonaise est plus dense et plus sourcé que l'article consacré à la 5e République française. Donc en fait, ce qui est encyclopédique, ça contient aussi la pop culture. C'est très très large et l'actualité aussi. En fait, on peut embrasser n'importe quel sujet, n'importe quel thème. Absolument, c'est très très. À partir du moment où c'est pas seulement les biographies, c'est pas seulement c'est pas seulement des articles universitaires. C'est vraiment très très large et maintenant aussi depuis plusieurs années maintenant, mais l'actualité aussi a sa place sur Wikipédia, ce qui génère évidemment des polémiques. Et oui, mais comment l'information est-elle contrôlée? Comment elle est filtrée? Qui décide qu'un article sera publié ou non? Alors en fait, il n'y a pas de contrôle a priori. C'est aussi ce qui distingue Wikipédia des encyclopédies manuscrites, c'est-à-dire qu'une encyclopédie manuscrite, elles sont aujourd'hui obsolètes, mais il y avait un comité rédactionnel, un comité scientifique qui évaluait la pertinence de tel et tel article, de telle et telle entrée, qui lisait tout. Voilà, c'était un fonctionnement très compliqué, très long. Par rapport à ça, Wikipédia, c'est un fonctionnement a posteriori, c'est-à-dire que l'information est publiée et elle est contrôlée après coup. C'est-à-dire vous pouvez dire une énormité sur Wikipédia. On cite par exemple dans le livre l'exemple de Miss France, un utilisateur qui s'était amusé que Miss France, celle de l'année précédente, était transsexuelle. L'information a été très vite supprimée parce qu'évidemment c'était une fake news grossière. Mais on peut écrire n'importe quoi. C'est ce qui a valu aussi à Wikipédia dans les premières années. C'est un peu moins le cas maintenant, mais des procès en non-fiabilité. Et en fait, il y a quand même, dans les faits aujourd'hui, grâce notamment aux bots, peut-être qu'on en reparlera plus tard, mais les bots qui permettent de contrôler l'information, c'est un système automatisé de contrôle de l'information. Il y a des contributeurs patrouilleurs aussi qui vérifient, donc il y a quand même un contrôle et qui fonctionne très bien en termes de fiabilité globalement. Oui, les patrouilleurs, tout ça, ce sont les utilisateurs comment ça se passe, comment tout est organisé? Alors, ils sont tous bénévoles, il faut le préciser. C'est ça, tous bénévoles, il faut le rappeler, cette Wikipédia, c'est une encyclopédie gratuite, mais qui effectivement sont ces patrouilleurs, qui les désignent ainsi, qui leur donne ce rôle de l'être? Les patrouilleurs en l'occurrence, ils s'autodésignent, c'est-à-dire ils décident, ils disent voilà, moi je vais, et d'ailleurs il y a même c'est rigolo parce que sur Wikipédia tout est très formalisé, donc il y a des systèmes de quart, de veille, où il y a un patrouilleur qui va dire voilà, moi je vérifie les informations de minuit à 4h du matin, donc
voilà, sans relâche, les contributeurs se relaient pour vérifier les informations. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de, en l'occurrence pour les patrouilleurs, il n'y a pas de désignation telle quelle. Alors c'est pour les administrateurs en revanche, il y en a 140 à peu près dans la version francophone. Eux, ils sont élus par la communauté, c'est-à-dire ils sont désignés au terme d'un vote pour être administrateurs, parce qu'ils ont des pouvoirs élargis. Les administrateurs, ils peuvent bloquer un compte, ils peuvent protéger une page. Voilà, c'est des comptes beaucoup plus influents. Après, il y a tout un jargon, il y a les bureaucrates qui sont encore au-dessus des administrateurs. Enfin, c'est vraiment une pyramide hiérarchisée très hiérarchisée. Très hiérarchisée. Ah oui. Alors vous parlez effectivement des fake news il y a quelques instants, qui effectivement la Miss France en a été victime. Mais en moyenne, combien de temps reste en ligne une fake news alors ? 1 minute et 30 secondes. Ah oui, incroyable. Donc et quoi, c'est des algorithmes qui fonctionnent comme aujourd'hui, l'essentiel c'est vraiment le bot, c'est-à-dire en fait il y a des bots automatisés mais qui sont quand même vérifiés. N'importe qui peut pas créer un bot. Il y en a quelques-uns, une centaine. Et en fait, ils vont sans rentrer dans le détail, mais si un vandale, ce qu'on appelle un vandale sur Wikipédia, donc quelqu'un qui va vandaliser l'encyclopédie, qui va faire une fake news, qui va raconter des bêtises, s'il supprime une information, un bloc d'informations d'un coup, un certain nombre d'octets, le bot va être alerté et va tout de suite évaluer si cette suppression mérite ou non mais s'il ne la supprime pas. S'il la supprime pas, dans ce cas-là, il peut y avoir ensuite une discussion avec les contributeurs. L'intervention humaine arrive dans un deuxième temps. Non, ce que je veux dire, c'est juste pour bien comprendre. J'envoie, moi, une information que je sais fausse, ou enfin, malveillant, je veux sur là-dessus, je vais repasser dans Wikipédia, ça aura le retentissement que ça passe, mais moi, je la supprime pas. Quelqu'un d'autre va la supprimer à votre place. C'est-à-dire ensuite il y aura un patrouille. Voilà. Mais ça peut aller très vite, ça, vous dites. Oui, ça peut aller. Globalement, ça va très vite. Mais par exemple, quelle est la fake news qui est restée le plus longtemps en ligne ? Alors il y en a plusieurs. Il y a notamment le cas d'un cinéaste allemand dont le nom m'échappe, mais qui n'existe pas. Et en fait, là où c'est plus insidieux, c'est que donc la fake news, elle est supprimée rapidement. Je l'ai dit, mais le cas de cherry picking ou l'information vraisemblable qui a l'apparence de la vraisemblance, elle pourra rester beaucoup plus longtemps. Et là, c'est plus insidieux. Et là, effectivement, les bots ne peuvent pas s'en apercevoir parce que ça a l'apparence de la vraisemblance. Donc il y avait il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, un contributeur qui s'était amusé à inventer la page d'un cinéaste allemand, Werner, je sais plus quoi, avec un nom vraisemblablement allemand. Fassbinder pas Fassbinder, parce que Fassbinder existe vraiment, mais dans ce genre-là. Et il s'est resté en ligne pendant 10 ans. Donc c'est la fake news qui reste en ligne le plus longtemps. Donc là, ça peut être aussi plus insidieux. En l'occurrence, ça porte pas beaucoup à conséquences, c'est pas dramatique. Mais par exemple, moi, je suis rarement sur Wikipédia, mais imaginons demain, je remarque une fake news qui m'alerte et tout. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors j'alerte comment la communauté ? Vous pouvez alerter un administrateur ou vous pouvez la supprimer vous-même. Si vous dites voilà, ça c'est manifestement une fake news, je la supprime. Alors après, effectivement, la question de attendez, si je me trompe, si c'est pas une fake news, voilà, c'est ça. Je peux la supprimer. C'est que si la définition de ce que c'est qu'une fake news, ou en tout cas, enfin sur cette, si c'est une fake news grossière, bon, il y a aucune discussion possible, c'est supprimé. Mais si c'est un cas plus polémique et qui est sujet à discussion, dans ce cas-là, il peut y avoir une discussion qui va s'ouvrir avec d'autres contributeurs. Il y a des contributeurs qui peuvent être amenés à voter pour dire si oui ou non cette information devait être figurée. Donc il y a un débat à ce moment-là. Voilà, il y a un débat. Mais quand je dis un débat, ça peut être entre 10 comptes. C'est pas forcément un tribunal avec des centaines de contributeurs. Mais par exemple, si vous, André Berkoff, on dit demain, vous avez gagné le championnat du monde de claquettes en 1996, information vraisemblable. Elle peut rester en ligne parce que personne va vérifier. Personne va vérifier. En 1916, c'est possible. Est-ce qu'il y a des sanctions ? Parce qu'il faut rappeler que tout auteur, André, tout encyclopédiste qui publie dans son livre ou une encyclopédie des erreurs graves prend des risques quand même. Est-ce qu'un contributeur de Wikipédia qui publie une fausse information prend des risques ou pas ? Alors il prend des risques par rapport à son compte, c'est-à-dire qu'il peut être bloqué si manifestement il est identifié comme vandale, donc quelqu'un qui vandalise vraiment. Enfin, comme dans la réalité, quelqu'un qui vandalise un outil public et commun, il sera bloqué, voire banni. Donc bloqué, c'est temporairement, banni, c'est définitivement. Ça touche son adresse IP, il pourra plus jamais contribuer à Wikipédia, même avec d'autres comptes. En revanche, au plan pénal juridique, il risque quelque chose si vraiment il tient des propos contraires à la loi. C'est-à-dire s'il fait l'apologie du terrorisme, par exemple. Appel à la haine. Appel à la haine comme sur Internet. Et dans ce cas-là, c'est la fondation Wikimedia qui est aux États-Unis qui est pénalement responsable de ce qui s'écrit si ça n'est pas modéré et supprimé.
Oui, alors justement, le co-auteur de votre livre, à savoir Michel Sandrin, a lui contribué pendant plus de 15 ans à Wikipédia. Il a été banni. Pour quelle raison? Alors notamment parce qu'en fait il alertait depuis quelques années dans la presse sur la montée du militantisme sur Wikipédia, sur la montée de l'idéologie. Voilà, il avait repéré des cas évidents de biais idéologiques sur Wikipédia. Il s'est exprimé dans les colonnes du Figaro, du Point, de Marianne. Ça, il a été repéré parce qu'il était désigné comme Michel dans ses articles. Il a été repéré par des contributeurs qui ont décidé. C'est notamment une des raisons qui ont valu son blocage et son bannissement, ce qui fait qu'aujourd'hui il ne peut plus contribuer à Wikipédia. Ah oui, donc quand on est banni de Wikipédia, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours possible. C'est définitif. Incroyable. Alors parlons à présent justement, André Berkoff, du profil sociologique des contributeurs. Vous consacrez un chapitre entier dans votre livre qui est vraiment très intéressant. Quel est-il, ce profil? Qui sont-ils? C'est intéressant de regarder le profil sociologique. Alors on ne fait pas l'enquête sociologique nous-mêmes dans le livre, mais on cite différents sociologues qui s'y sont intéressés. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt un homme qui est en tout cas âgé entre 25 et 40 ans à peu près, plutôt citadin, CSP+, très, très diplômé en général, diplômé et très diplômé. Donc ce sont plutôt eux qui vont. Voilà, au départ, Wikipédia est plutôt une encyclopédie, j'allais dire masculiniste, issue de la culture geek. C'est le cas aux États-Unis, c'est aussi le cas en France. C'est peut-être un peu moins le cas maintenant. Plutôt diplômés, plutôt des universitaires. Il y a des professions qui sont surreprésentées, des ingénieurs, des informaticiens, des universitaires, des journalistes. Voilà, c'est toujours un peu le même profil sociologique. Oui, mais est-ce que ça explique le fait qu'il y ait si peu de femmes? Pourquoi les femmes ne vont pas dans leur grande majorité sur Wikipédia? Parce que c'est moins cultivé. Et là, je vais m'attirer le shitstorm absolu de toutes les féministes. Non, il y a eu des enquêtes sur ces sujets-là. Que révèlent ces enquêtes, Victor Lefebvre? Il y a des enquêtes qui montrent effectivement que c'est au départ, et il y a eu un travail qui a été fait là-dessus, que c'est une culture plutôt misogyne aussi. Enfin, c'est une culture geek, d'informaticiens, d'entre-soi plutôt masculin. Et c'est ce qui fait que certaines femmes ont pu être dissuadées de contribuer à Wikipédia. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui permettent de représenter davantage les femmes. Et évidemment, c'est une bonne chose que les femmes soient davantage représentées, aussi bien du côté des contributeurs que du côté des pages biographiques, que ce ne soit pas uniquement les hommes qui soient représentés, mais effectivement ça penche plutôt du côté des hommes. Alors juste un mot, est-ce que ça implique, parce que c'est intéressant, parce qu'on voit très bien le biais, est-ce que c'est cette bourgeoisie, petite bourgeoisie cultivée, ça implique ce virage un peu à la gauche, je dirais même à la gauche woke, au politiquement correct. D'où ça vient? Est-ce que c'était dès le départ déjà, ou ça s'est accentué au fur et à mesure des 25 ans? En fait, c'est une des entrées des critiques qui vient de la gauche, d'ailleurs, de Wikipédia. C'est-à-dire, il y a un certain discours aujourd'hui d'une certaine partie de la gauche radicale, aussi bien américaine que française, qui dit qu'en fait, étant donné que Wikipédia est écrit majoritairement par des hommes et représente majoritairement des hommes, d'ailleurs plutôt blancs en général, Wikipédia est biaisé et répercute en fait des clichés, des stéréotypes, des schémas masculinistes, patriarcaux. Et il y a une tribune qui est sortie il y a quelques années dans l'Obs, c'était en 2022, et qui dit, alors je vous cite juste en un mot ce que dit cette tribune parce que c'est intéressant, elle dit que elle accuse donc l'encyclopédie en ligne de véhiculer des biais raciaux en tant que, je cite, média attaché à un système de sources écrites et mainstream, et se rendrait ainsi coupable de perpétuer une vision élitiste et blanche qui ne rend pas justice aux cultures à tradition orale. Mais là, si vous voulez, c'est intéressant parce qu'en fait, si on s'en prend aux sources écrites sur Wikipédia, en fait, il n'y a plus d'encyclopédie possible. S'il n'y a plus de sources écrites et si on se fonde sur des sources orales, l'encyclopédie n'existe plus. Donc, c'est un vrai enjeu aujourd'hui sur Wikipédia. Eh oui. Alors, un mot sur Natacha Rowe, cette économiste suisse, justement, qui, pour lutter contre ce fossé de genre, dites-vous, a créé en 2016 les fameuses, les 100 pages, donc, sur la Wikipédia francophone. Quel est l'objectif de ce collectif? En fait, ce collectif, il est important parce qu'il est très influent aujourd'hui sur Wikipédia. Donc il a été fondé effectivement par une économiste suisse, Natacha Rowe, en 2016, et c'est un projet collaboratif qui dit, on constate qu'il y a effectivement un fossé de genre sur Wikipédia, les femmes sont moins représentées, ce qui est parfaitement juste, toutes les statistiques le montrent, c'est à peu près 20% de femmes qui sont représentées dans les pages biographiques par rapport aux hommes, mais là où c'est plus insidieux et peut-être sujet à polémique, c'est qu'en fait elle considère aussi, elle considère, parce que c'est aussi bien des hommes que des femmes qui contribuent à ce projet collaboratif, que s'il y a un fossé de genre,
genre, c'est que nécessairement il y a un biais de genre. Or, c'est pas parce qu'il y a un fossé de genre que nécessairement il y a un biais de genre sur Wikipédia. On peut tout à fait considérer que voilà, un homme peut contribuer à une page sans forcément être pro-genre, voilà, peut être habité par ces stéréotypes en arrière-fond. Donc et puis peut-être qu'on en reviendra aussi plus tard, mais les 100 pages font aussi beaucoup d'entrisme sur Wikipédia et avec des outils qui sont parfois à la limite de la. Voilà, donc en créant des pages, elles ont créé un certain nombre d'ailleurs, elles représentent à peu près 25% aujourd'hui des pages consacrées aux femmes sur Wikipédia dans la version française, francophone. Donc elles ont une influence et elles vont sur certaines discussions sur Wikipédia, notamment sur la question du dead name, c'est-à-dire le nom de transition des personnes, le nom d'origine pardon des personnes qui ont transitionné. Elles vont essayer de faire de l'entrisme pour influencer le vote, pour que le dead name n'apparaisse pas sur Wikipédia. Oui, le nom de naissance. Voilà, le nom de naissance des personnes transgenres. Donc ça crée comment dire certaines tensions identitaires sur Wikipédia. Et oui, surtout que effectivement vous relatez dans votre livre qu'il y a eu un vote à ce sujet, effectivement, un vote qui a eu lieu en février 2024 pour la suppression du nom de naissance, effectivement, sur leur fiche Wikipédia. Ils ont perdu. Elles ont perdu, mais alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait il y a plusieurs membres importants de ce collectif, les 100 pages, dont une d'ailleurs qui avait des responsabilités au sein de la Wikimedia France, donc de l'antenne française de la Fondation Wikimedia, qui a essayé de faire ce qu'on appelle sur Wikipédia du rameutage, c'est-à-dire de faire appel à ses contacts, ce qui est interdit, ça s'apparente à du bourrage d'urne dans la vie réelle, pour essayer d'influencer le vote. Et ces comptes-là ont été suspendus à juste titre, parce qu'en fait c'est une pratique illégale sur Wikipédia. Le vote finalement s'est prononcé en faveur du dead name, du maintien du dead name sur Wikipédia, mais on voit qu'il y a aujourd'hui des vrais enjeux, des vraies luttes d'influence pour essayer de faire de ce qu'on appelle sur Wikipédia de l'imposition de point de vue. Alors juste un mot avant qu'on fasse une petite pause. Victor Lefebvre, par exemple, je prends un exemple, il n'a pas encore eu le temps de se... Iman Khelif, vous savez, boxeur, champion d'une boxe féminine aux Jeux Olympiques, etc. Il s'est avéré qu'on sait c'est un homme. Ça a été aujourd'hui reconnu par rapport à son biotype, etc. Et que la World Boxing Association, je rappelle, a dit dorénavant, nous n'allons toutes les participations à des compétitions sportives de boxe, pour le moment c'est ça, mais ça va aller au Comité international olympique, c'est le sexe de naissance qui va être pris comme critère. Bon, quand il y a quelque chose comme ça, est-ce que Wikipédia tout de suite rend compte de ça? Je veux dire, est-ce qu'il y a, ou est-ce que justement, en fonction de ce que vous avez dit sur le genre et compagnie, est-ce que c'est un peu refoulé ou pas? Oui, il peut y avoir des crispations. Alors là, à ce sujet, je n'ai pas regardé spécifiquement, mais il peut y avoir en fait, voilà, il y a très souvent, ce qui est utilisé notamment par les militants des 100 pages, c'est l'accusation de transphobie, c'est-à-dire ceux qui étaient en faveur du maintien du dead name étaient accusés d'être transphobes. Ce qui, c'est pas parce que voilà, ça, on peut discuter hostile de cette, à la communauté LGBT. Mais c'est pas parce qu'on se prononce en faveur du maintien du nom de naissance qui est une information, c'est l'état civil de la personne, que nécessairement on est transphobe. Donc ça, il y a une vraie crispation et du militantisme, pour le nommer vraiment par ce qu'il est. C'est une forme de militantisme aujourd'hui sur Wikipédia qui dessert le principe de neutralité de point de vue. Oui, parce qu'en théorie, il faut le dire, effectivement, le militantisme est proscrit sur Wikipédia. Wikipédia une encyclopédie devant le monde ne devrait pas être militante, sauf si elle le dit. Voilà. Et c'est un des principes fondateurs. En fait, c'est simple, il n'y a que 5 principes fondateurs sur Wikipédia. Le reste, en fait, est sujet à discussion et à débat en permanence. Mais l'un de ces principes fondateur, c'est la neutralité de point de vue et le fait que Wikipédia ne soit pas un champ de bataille idéologique. Or, il se trouve que depuis quelques années, c'est le cas. C'est ça. Et oui, et cette dérive effectivement idéologique est pure et dure. On y assiste depuis quelques années, 10 ans à peu près, dites-vous, Victor Lefebvre. On va en reparler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Aujourd'hui, ma plume est alerte. Elle survole un nid de scorpions, pour lesquels rien n'est pire certes que la liberté d'expression. Ces petits cancres là débiles ont courageusement fait la preuve qu'égorger est aussi facile que de filer une trempe à sa meuf. Et oui, Pierre Perret sur Sud Radio, André Berkoff, grand défenseur de la liberté d'expression qui ne s'use que quand on ne s'en sert pas, André. Ben oui, c'est une phrase que je répète à satiété, effectivement. Mais justement, où est la liberté d'expression ? Est-ce que c'est, d'ailleurs, dans le cas de Wikipédia, d'une liberté surveillée ? On peut se poser la question, Céline, justement, quand on parle des sources de presse. Et oui, alors Victor Lefebvre, revenons effectivement à cette enquête
très intéressante que vous avez menée sur les dérives de Wikipédia. Alors, à la lecture de votre livre, on comprend donc que cette encyclopédie est fondée notamment sur les sources de presse. Mais est-ce que tous les médias ont droit de citer sur cette plateforme alors ? Oui, c'est la grande question, notamment sur les sujets qui ont trait à l'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un outil qui est assez méconnu du grand public, mais très connu des Wikipédiens, qui s'appelle l'Observatoire des sources. Et l'Observatoire des sources, en fait, c'est une espèce d'index qui classifie la plupart, en tout cas, des sources de presse et qui donne à chaque fois leur ligne éditoriale, leurs tendances et qui juge surtout si elles sont fiables ou non pour les contributeurs. C'est à destination des contributeurs en disant voilà, vous pouvez utiliser telle source ou non. Et là, on s'aperçoit. Ils citent les sources, voilà, ils citent à chaque fois en disant c'est à utiliser avec modération, etc. À ne pas utiliser du tout. Il y a une liste noire des sources des sources de presse qui ne peuvent pas être utilisées. Et alors, on s'aperçoit alors, et c'est là où c'est intéressant, c'est que pour résumer, tout ce qui est à droite du Figaro est considéré comme d'extrême droite, non fiable pour cette raison. Donc Valeurs Actuelles, Causeur, le Journal du Dimanche, enfin tous les médias qui appartiennent à Vincent Bolloré pour résumer. Sud Radio est aussi classé dans cette catégorie-là. Et donc, en fait, il y a une distinction qui s'opère. Sud Radio, CNews, Europe 1. CNews, Europe 1, évidemment, sont considérés comme des sources d'extrême droite, donc qui ne doivent pas être utilisées ou utilisées avec modération. Alors, les contributeurs s'en défendent en disant que c'est un outil qui se veut prescriptif, qui n'est pas censé, qui ne se veut pas prescriptif, qui est censé être juste une recommandation, mais dans les faits, c'est ce qui se passe. En fait, on s'aperçoit que où est la neutralité ? Et c'est très influent. Et en fait, c'est d'ailleurs même si on regarde encore plus dans le détail, il se trouve qu'un des principaux administrateurs de Wikipédia, qui a donc des pouvoirs plus importants, est l'un des artisans de une cheville ouvrière de cet observatoire des sources qui a été donc créé par des contributeurs. Et lui est un ancien journaliste d'ailleurs. Je vais pas citer son nom parce que j'ai pas envie de me faire accuser de doxing, même si c'est un pseudonyme sur Wikipédia. Mais il a fait des séminaires avec des journalistes de Mediapart, ce qu'il a parfaitement le droit de faire par ailleurs, mais voilà, il ne l'annonce pas. Donc il y a quand même un deux poids deux mesures sur la question des sources sur Wikipédia et tout ce qui penche à gauche. Et alors là, c'est aussi intéressant, c'est que des médias de tendance gauche, disons militante pour euphémiser, disons gauche dure et radicale, extrême. Et oui, sont jugés fiables, sérieux. Donc arrêt sur image, Street Press, Politis, Acrimed, etc. Donc moi, mon discours n'est pas du tout de dire il faudrait bannir aussi ces médias, mais simplement, au contraire, il faudrait élargir le toujours cercle. La géométrie variable et les deux poids deux mesures. Voilà, donc c'est assez fascinant de voir effectivement ce double standard sur la question des sources de presse. Et oui. Alors comment la plupart des journalistes de droite sont donc répertoriés sur Wikipédia, par exemple? Qu'est-ce qu'on dit d'une Sonia Mabrouk sur Wikipédia? Oui, alors en fait, ça a une incidence réelle, l'observatoire des sources, parce qu'en fait, les sources de gauche vont plutôt être utilisées pour attaquer des personnalités de droite ou qualifiées de droite. Et Sonia Mabrouk, je vous cite juste un passage qui est issu de sa page Wikipédia. Il est dit, sur le plan politique, Sonia Mabrouk est située sur une ligne droite conservatrice, voire d'extrême droite, sans qu'on explicite exactement la raison de cette classification. Oui, on ne dit pas pourquoi. On dit pas pourquoi. Et alors il y a un cas qui est encore plus, peut-être encore plus problématique sur Wikipédia, c'est celui d'Eugénie Bastier, puisque là on touche vraiment à la structure, au fonctionnement des sources sur Wikipédia. Vous savez qu'il y a 3 types de sources, primaires, secondaires et tertiaires. Les sources de presse sont considérées comme des sources secondaires, donc on peut utiliser. Et donc il y a une primaire source étant quoi alors? Primaire, en fait, c'est les sources. C'est par exemple un travail universitaire inédit qui n'aurait pas été recoupé dans une revue universitaire. C'est une analyse personnelle, un journal intime. Enfin voilà, des sources qui ne sont pas recoupées. Secondaire, c'est la presse. C'est la presse. C'est une chronique radio, les livres, un essai. Et tertiaire, c'est les encyclopédies. Donc Wikipédia est elle-même une source tertiaire, mais Wikipédia ne peut pas être utilisée comme une source pour elle-même. C'est-à-dire, c'est vraiment les sources secondaires qui sont utilisées. Et donc Eugénie Bastier, Eugénie Bastier, donc il y a eu un portrait qui a été fait d'elle dans Street Press, donc il y a un média très à gauche, voilà, pour très marqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Très marqué à gauche, et qui dit dans cet article qu'elle a été proche de l'Action française. Sans qu'on sache exactement d'où vient cette information. Le journaliste dit selon nos informations, selon une source fiable, ou enfin bref, sans expliciter exactement d'où ça vient. Donc il se protège derrière évidemment le secret des sources. Mais Street Press est considéré comme une source fiable sur Wikipédia. Donc l'information est répercutée. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une phrase. Je vous la lis simplement sur Eugénie Bastier. Elle est réputée avoir été très proche de l'Action française et selon des avis convergents, on ne sait pas lesquels, d'en avoir défendu les thèses dans le journal Limite, média catholique conservateur, dont elle est l'une des fondatrices et figure dirigeante, ce qu'elle reconnaît.
ce qu'elle reconnaît, on ne sait pas exactement ce qu'elle reconnaît, mais donc il y a une formulation qui est très tendancieuse comme ça et qui voudrait donc vous faire croire que Eugénie Bastier est effectivement proche de l'Action française. Elle a démenti. Elle a toujours démenti. Elle l'a démenti sur Twitter. Elle a essayé d'avoir différents recours pour supprimer ce qu'elle considère être une fake news. Mais il se trouve que si Street Press est considéré comme fiable, l'information est gravée dans le marbre et il n'y a rien à faire pour supprimer cette mention. C'est-à-dire que Eugénie Bastier, par exemple, pour ne citer qu'elle, ou Sonia Mabrouk, ne peuvent pas, jusqu'ici, elles n'ont rien pu, n'ont pas pu enlever une ligne de ce qu'on dit d'elle dans Wikipédia. Alors, à la rigueur, ce qui serait plus juste et ce qui serait vraiment plus en adéquation avec le fonctionnement de Wikipédia, en tout cas avec ses principes fondateurs, c'est de dire Eugénie Bastier est accusée d'être d'extrême droite par ses détracteurs. Oui, par exemple. Enfin, ces critiques existent, on peut les retranscrire, mais ce serait déjà un peu plus juste plutôt que de l'assimiler sans aucune discussion à l'Action française qu'elle a toujours démenti par ailleurs. Oui, alors un journaliste de gauche, enfin marqué à gauche dirais-je, comme Jean-Michel Apathy, comment il est présenté sur sa fiche Wikipédia? Il revendique lui-même être woke, vous le dites dans votre livre. Est-ce que c'est stipulé ou pas sur cette fiche? Non seulement c'est pas stipulé, mais c'est pire que ça parce que Jean-Michel Apathy a toujours dit, il l'a dit à plusieurs reprises et d'ailleurs en janvier dernier sur le plateau de Quotidien où il est chroniqueur, il a dit qu'il était hostile au suffrage universel. C'est une position qu'il a toujours revendiquée, il l'assume parfaitement. Et il y a eu des articles dans Valeurs Actuelles, dans Causeur notamment, donc pour rappel qui sont non fiables selon Wikipédia, qui ont fait des portraits consacrés à Apathy en disant effectivement Jean-Michel Apathy est hostile au suffrage universel. Il le dit publiquement. Et à la suite de l'apparition, parce qu'on dit ça dans le livre, à la suite de l'apparition du livre, il y a un contributeur qui a essayé d'ajouter cette information, qui ne figurait pas jusqu'à présent, et elle a été très vite supprimée en disant Causeur est considéré comme un média non fiable, l'information est supprimée, ce qui fait qu'elle n'apparaît pas aujourd'hui sur sa page Wikipédia. Causeur ou sur Causeur, c'est pas valable. Donc en fait, on se retrouve dans une situation totalement hémiplégique où en fait, il y a une certaine partie de la réalité. En fait, voilà, Wikipédia est une bulle de filtre progressiste aujourd'hui sur les sujets, encore une fois, d'actualité, sur les sujets les plus polémiques, pas de manière générale, puisque pour le reste, globalement, Wikipédia reste un outil fiable. Oui, et vous dites qu'il y a effectivement donc de plus en plus de querelles éditoriales, que les Wikipédiens parlent même de guerre d'édition. Quels sont les sujets qui font vraiment polémique aujourd'hui sur Wikipédia? Alors les sujets polémiques, ça va être les sujets d'actualité, sur des affaires, sur des instructions qui sont en cours, l'affaire Crépol évidemment, ou alors évidemment le conflit israélo-palestinien qui va être particulièrement scruté, qui a été longtemps une page protégée, donc où en fait personne ne pouvait modifier la page parce qu'elle était sujet à guerre d'édition. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais quand la page est protégée, dans ce cas-là, c'est les contributeurs les plus rompus, les plus exercés qui peuvent modifier la page, seulement les administrateurs. Et alors, pour vous donner peut-être juste un chiffre sur la page du conflit israélo-palestinien, elle a été donc créée en octobre 2004. Elle a été modifiée 1855 fois par 829 contributeurs différents, avec un pic donc de 72 modifications en octobre 2023, donc le mois de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas. Donc voilà, ça fait partie de ces pages qui sont extrêmement scrutées. Alors c'est le fait qu'elles soient particulièrement surveillées, c'est ce qui participe aussi qu'elles sont davantage contrôlées et qu'il n'y a pas de débordement. Mais sur des pages annexes moins importantes, il peut y avoir là pour le coup des biais plus évidents. Oui, alors autre dérive que vous avez constaté, il y a ce fait divers tragique qui a été banni de Wikipédia, le viol d'une jeune fille juive de 12 ans le 15 juin 2024 par des garçons de son âge, et ce à Courbevoie. Pourquoi ce sujet a été censuré? C'est un pur scandale, faut le dire. Oui, là, en l'occurrence, c'est parfaitement incompréhensible. C'est vrai que on comprend pas pourquoi cette page. Alors, les contributeurs s'abritent derrière le fait que ce soit un fait divers, un simple fait divers, alors que déjà. Alors, on peut pas parler de fait divers dans Wikipédia. Alors, non seulement, déjà, on peut parler des faits divers, et puis en plus, là, c'est pas un fait divers, puisque la motivation antisémite a été retenue par le parquet, il faut le rappeler, et puis il y a un contexte politique, on est en plein pendant les élections pour les législatives ou les européennes, je ne sais plus, mais en tout cas, Jean-Luc Mélenchon avait déclaré quelques jours plus tôt que l'antisémitisme était résiduel en France, donc on se retrouve dans une situation où c'est un acte odieux criminel qui a une connotation antisémite politique, qui devait figurer sur Wikipédia et qui n'y figure pas, là encore, pour des raisons qu'on ne s'explique pas. Donc ce qui est intéressant sur Wikipédia, c'est ce qui y figure, mais aussi ce qui n'y figure pas, pour des raisons, là encore, parfois politiques. Oui, alors certaines pages effectivement sont refusées, d'autres sont supprimées, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Le 4 juillet 2020, une page qui faisait l'historique des personnes fichées S en France a été donc supprimée. Depuis, elle n'apparaît plus. Comment est-ce possible cela? Qui l'avait écrit justement cette page? Alors Michel Sandrin avait justement contribué à cette page. Ah oui, le co-auteur de votre livre. Donc effectivement, elle a été supprimée, elle a été très dense, fouillée, sourcée, il n'y avait aucun problème. Elle a été
été supprimée. Alors là encore, en disant que c'était une page qui était trop fourre-tout, qui pouvait donner des informations compromettantes, donc voilà, bon, c'est il y avait la liste des gens et des personnes fichées S, voilà, pas toutes. Mais connues ou en tout cas identifiées par la presse, donc il n'y avait pas de révélation fracassante, hein, mais cette page a été supprimée. Alors on peut toujours discuter de la pertinence de telle ou telle page, mais là où c'est quand même encore une fois assez insidieux et on se retrouve avec des cas de double standard, c'est que voilà, Wikipédia, c'est très bien un fonctionnement maximaliste et inclusionniste, c'est-à-dire que tous les sujets potentiellement peuvent figurer sur Wikipédia, mais sur certains sujets qui ont trait à des sujets plus sensibles, à l'islam politique, jusqu'à encore récemment, par exemple, sur la page consacrée aux frères musulmans, le rapport ne figurait pas, le fameux rapport sur les frères musulmans n'apparaissait pas. Il a été introduit tout récemment, donc, alors qu'il était déjà il existait depuis des... Voilà, et puis il y a eu énormément de rapports de ce genre, sûr, déjà. Et Florence Bergeau-Blackler, qui est une anthropologue qui a écrit, que nous avez reçu ici, et a très mauvaise presse sur Wikipédia. Elle est taxée d'amateurisme ou de choses de ce genre-là. Donc il y a encore une fois... Mais ça veut dire, Victor Lefebvre, quand même, tout ce qu'on dit là, ça veut dire quand même qu'il y a, en tout cas sur certains sujets, je ne dis pas, on va pas jeter le bébé Wikipédia avec l'eau du bain militant. Mais il y a quand même je dirais un courant, une tendance, en tout cas dominante, je ne dirais pas majoritaire, pour choisir certains sujets, choisir le biais, choisir l'orientation, et puis, ce qui, encore une fois, on revient à ce qu'on a dit, et puis on peut plus toucher, ou presque. C'est très compliqué, parce que pour nous, qui sont touchés, c'est le travail d'Hercule, pour essayer de changer les choses. Il faut éventuellement porter plainte, gagner un procès en diffamation contre le média qui vous critique, mais sur Wikipédia, il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de rédacteur en chef sur Wikipédia, il n'y a pas de directeur de la rédaction. Wikimedia, la fondation Wikimedia, qui est aux États-Unis, en Floride exactement. Qui est l'association, enfin la société qui dirige. Voilà, qui dirige, mais qui n'a pas de responsabilité éditoriale. Et Wikimedia France, donc son antenne nationale, n'a pas non plus de responsabilité éditoriale. Wikimedia France, qui salarie une quinzaine de personnes, ne peut pas dire demain, voilà la vérité, on va supprimer telle information, on va en ajouter une autre. À chaque fois, et ce qu'il faut bien comprendre sur Wikipédia, c'est que c'est les contributeurs qui possèdent eux-mêmes Wikipédia. Attendez, c'est très important. Ça veut dire qu'ils se considèrent comme porteurs et transporteurs. Parce que responsabilité éditoriale, il y a toujours responsabilité éditoriale. Ils sont hébergeurs. Voilà. Ils sont hébergeurs. Ouais. On ne peut pas attaquer les hébergeurs. Alors si vraiment c'est contraire à la loi, ils sont responsables pénalement. Mais il y a une zone grise. Il y a une zone grise sur la question des opinions, puisque c'est les contributeurs qui façonnent chaque jour Wikipédia, et c'est eux seuls qui façonnent Wikipédia. Ces dérives idéologiques, est-ce qu'on peut dire que les fondateurs les avaient anticipées ou pas du tout? Alors je pense qu'ils les avaient anticipées, puisqu'ils ont très vite défini ce que c'était que la neutralité de point de vue. C'est-à-dire ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que Wikipédia ne cherche pas la vérité. Mais comme n'importe quelle encyclopédie, une encyclopédie n'a pas vocation à donner la vérité, sinon c'est problématique. Elle est censée répercuter tous les points de vue à la juste proportion de ce qu'elle représente dans le débat public, dans l'état de la connaissance en général. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que Wikipédia ne respecte plus, en tout cas ceux qui font Wikipédia tous les jours en France ne respectent plus cette promesse initiale de neutralité. Voilà, de neutralité. Donc c'est un vrai problème. Ah oui, mais aujourd'hui, alors comment Wikipédia peut vraiment écarter ceux qui tentent d'instrumentaliser leur encyclopédie? D'ailleurs, ils sont combien en quelque sorte, ces militants? Oui, alors ça c'est le cœur d'ailleurs un peu de notre analyse dans le livre. En fait, on explique qu'il y a 5 millions d'inscrits sur Wikipédia en France. La version française, chaque version est différente. Il y a 5 millions d'inscrits en France. Si on regarde maintenant de plus près ceux qui contribuent activement. 5 millions d'inscrits, vous voulez dire, pour collaborer, qui ont un compte, mais qui peuvent ne jamais avoir à contribuer. Maintenant, ceux qui font au moins une contribution par mois, c'est 19 000 personnes. Donc ça fait déjà 0,3% des inscrits. Toujours bénévoles, on est toujours bénévoles, ils sont tous bénévoles. Les administrateurs sont bénévoles aussi. Si on regarde maintenant 5 modifications par mois, on tombe à 5-6 000 personnes, donc c'est déjà considérablement moins. Et l'ancienne présidente de Wikimedia France considère, elle, que le noyau dur des contributeurs de Wikipédia, c'est 100 ou 150 comptes. Donc d'ailleurs, ça correspond plus ou moins aux administrateurs, mais d'ailleurs, ça se recoupe pas forcément. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ceux qui tiennent aujourd'hui ce qu'on appelle la gouvernance informelle de Wikipédia, c'est un tout petit microcosme, et ce microcosme penche majoritairement à gauche. Et quand je dis à gauche, c'est du côté de la gauche contestataire, radicale, militante, les soulèvements de la terre. Ils ne le cachent pas, c'est-à-dire sur leur page, parce qu'il y a une page d'utilisateurs, ils le disent ouvertement, qu'ils sont pro-désobéissance civile, sans frontiéristes, etc. Donc c'est revendiqué, c'est assumé. Et à l'inverse, j'ai jamais vu un compte sur Wikipédia assumer ne serait-ce qu'une sensibilité conservatrice ou qui votait pour Retailleau, Bayrou, les Républicains. Ça n'existe pas. Oui, donc... En tout cas, à l'heure de l'IA, on peut se poser la question si Wikipédia a un avenir, si oui, lequel? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
Et oui, nous sommes toujours sur Sud Radio en compagnie de Victor Lefebvre pour parler donc de l'enquête remarquable qu'il a menée avec Michel Sandrin sur les dérives de Wikipédia. Victor, quel est le modèle économique de Wikipédia ? Alors, il repose en partie sur des dons, des dons de. Vous savez, il y a des campagnes de dons chaque année. Wikipédia fait appel aux dons, toutes versions confondues, pour récolter de l'argent. Donc, il y a déjà cet argent qui vient du don des particuliers. Et il se monte à combien ? C'est à peu près un tiers alors, en fait, pour expliquer. Il y a donc la fondation Wikimedia aux États-Unis qui centralise tous ces dons. Et ensuite, chaque antenne nationale demande de l'argent pour financer. Donc, demande de l'argent à Wikimedia. Wikimedia. Donc Wikimedia France va demander de l'argent. Et l'argent, donc le budget de Wikimedia France dépend à peu près pour un tiers du don des particuliers, un tiers aussi du mécénat privé. Il y a donc et puis il y a une subvention de l'État aussi, c'est-à-dire que l'État français subventionne à hauteur de 200 000 € chaque année à peu près Wikimedia France. Donc c'est à peu près pour la répartition. Donc c'est à peu près 1,5 million d'euros en tout pour Wikimedia France. Je parle uniquement de l'antenne française. Entre les dons, les subventions, enfin les mécénats, etc. 1,5 million de chaque année. On l'a dit, ça repose sur le bénévolat. À quoi sert tout cet argent ? Parce que vous dites qu'elle est vraiment très, extrêmement riche, dites-vous, cette fondation. Alors la fondation Wikipédia, c'est très simple, c'est 190 millions de dollars de budget pour l'année 2024-2025. Alors, par rapport évidemment aux géants de la tech, à Amazon, Meta, etc., ça représente pas grand-chose, c'est 100 fois moins. Mais quand même, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est quelque chose, surtout quand on sait qu'en fait, les serveurs, c'est payer les serveurs globalement, puisque en fait, tous les contributeurs sont bénévoles. Il s'agit juste de payer les serveurs principalement. Alors après, effectivement, Wikimedia France emploie à peu près 14 ou 15 personnes pour une masse salariale de 800 000 € chaque année, mais c'est pas des dépenses somptuaires non plus, donc on peut s'interroger. Ils ont 14 à 15 salariés. Ouais, c'est ça. Donc 14 à 15 salariés, donc on peut s'interroger aussi sur le fléchage qui est fait de cet argent. On le sait pour le coup, il y a eu différentes enquêtes qui l'ont montré, et d'ailleurs c'est même public. En fait, Wikimedia France le dit. Elle donne de l'argent à des associations. Donc par exemple, on parlait tout à l'heure des 100 pages. Elle donne à peu près une dotation de 30 000 € chaque année aux 100 pages, donc à cette association féministe, néo-féministe, qui est elle-même militante. Donc là encore, il y a un conflit d'intérêts qui est assez étrange sur Wikipédia, mais en tout cas tout ça pour dire qu'il y a effectivement beaucoup d'argent et que cet argent, on peut s'interroger aussi sur le fléchage qui en est fait aujourd'hui. Oui, qui sont les principaux donateurs, on sait ? Les principaux donateurs, alors il y a des personnes privées. Alors il y a George Soros a déjà donné une partie de sa fortune personnelle. Soros là. Mais il le dit, je veux dire, c'est public. Il a donné de l'argent. Il le dit publiquement même pas via l'Open Society, mais sa fortune personnelle. Donc il y a du mécénat. Il y a du mécénat aussi privé. Il y a des partenariats qui sont noués par la fondation Wikimedia avec des géants de la tech. Là, il y en a un tout récemment qui a été noué avec Google notamment pour permettre justement aux outils d'intelligence artificielle d'utiliser les données de Wikipédia. Alors parlons de l'intelligence artificielle. Donc ça c'est un des vrais enjeux. Est-ce que ChatGPT ne va pas remplacer avantageusement Wikipédia ? Effectivement, il y a toutes les chances. D'ailleurs, tout récemment, peut-être que vous avez vu passer cette information, ChatGPT a dépassé Wikipédia en termes de fréquentation dans le monde entier. C'est-à-dire que ChatGPT est le 6e site le plus visité dans le monde et Wikipédia est passé à la 10e position. Donc il y a déjà eu la bascule qui a été opérée entre Wikipédia et ChatGPT. Mais ça reste un enjeu tout de même parce qu'en fait, ChatGPT et les autres, d'ailleurs, la plupart des autres, peut-être pas Grok, mais en tout cas, utilisent les données de Wikipédia. C'est-à-dire, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu ce partenariat. Je l'ai vu en ce qui me concerne. Pour utiliser et exploiter les données de Wikipédia. Donc vous êtes optimiste pour l'avenir de Wikipédia ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a un vrai problème de renouvellement des contributeurs parce qu'aujourd'hui, le fonctionnement de Wikipédia est tellement complexe, tellement difficile à s'approprier qu'on peut supposer que les nouveaux contributeurs auront du mal à apprivoiser Wikipédia. Et par ailleurs, effectivement, l'intelligence artificielle fait courir un risque majeur de... Et ça va monter de plus en plus en puissance. Mais ça reste un enjeu informationnel puisque, encore une fois, c'est répercuté par Google. En tout cas, bravo pour votre livre. Vous avez fait un très bon travail. Oui, Victor Lefebvre, merci d'être venu sur Sud Radio. Je rappelle donc que votre livre, La face cachée de Wikipédia, enquête sur les dérives de l'encyclopédie libre, soi-disant libre, est paru aux éditions du Cerf. Vous retrouvez tout de suite Brigitte Lai sur Sud Radio.